Et si notre corps nous envoyait des signaux de détresse que la balance, elle, est incapable de voir? Eh bien, diagnostiquer la dénutrition, c'est un peu comme mener une enquête. Il faut chercher des indices cachés, et aujourd'hui, on va apprendre ensemble à les décrypter. Alors on commence par une question qui est juste essentielle pour tordre le cou à une idée reçue. Est-ce qu'être mince et être en état de dénutrition, c'est vraiment la même chose? Vous allez voir, la réponse est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La nuance, ici, elle est fondamentale. L'amaigrissement, bon, c'est une perte de poids. Ça peut être volontaire, maîtrisé et pas forcément dangereux. Mais la dénutrition, là on parle d'autre chose. C'est un état pathologique, un vrai déséquilibre qui fait du mal à notre corps. Ça abîme les tissus, ça perturbe le fonctionnement de nos organes, bref, c'est quelque chose qui peut vraiment aggraver le pronostic de pas mal de maladies. Et c'est là que notre enquête commence pour de vrai. Il n'y a pas de prise de sang miracle, pas de test unique qui donne la réponse. Pourquoi? Parce que la dénutrition, c'est un mal qui peut se cacher, même chez une personne qui semble en surpoids. C'est un puzzle vraiment complexe, et pour le résoudre, il faut assembler plusieurs pièces, plusieurs types de preuves. Donc on parle bien d'une condition sérieuse qui peut toucher n'importe qui, peu importe le chiffre affiché sur la balance. Et c'est justement pour ça qu'un diagnostic précis est si important. Mais pour ça, il faut savoir où regarder. Allez, passons à notre premier indice. Et tout commence par une simple conversation. C'est la première étape du clinicien. Essayez de comprendre ce qu'une personne mange au quotidien pour voir si, déjà, les apports sont suffisants. Et pour ça, il y a toute une panoplie d'outils. Ça va de la question la plus directe, du genre « qu'est-ce que vous avez mangé hier ?», à des méthodes bien plus fouillées comme demander de tenir un carnet alimentaire sur plusieurs jours ou carrément d'analyser les habitudes sur le long terme. Le but, c'est toujours de se faire une image la plus juste possible de l'alimentation de tous les jours. Mais, et c'est ça qui est vraiment intéressant, il y a une mise en garde importante qui vient des sources. Aucune de ces méthodes n'est parfaite. On peut oublier des choses, on peut, même sans s'en rendre compte, changer un peu ses habitudes quand on sait qu'on est observé. Donc cet indice est important, oui, mais il est loin, très loin d'être suffisant à lui tout seul. On passe maintenant aux preuves matérielles, si on peut dire. L'examen physique, c'est ce qu'on appelle les mesures anthropométriques. Là, on va mesurer le corps pour y déceler des indices objectifs de l'état nutritionnel. L'un des outils les plus connus, bien sûr, c'est l'indice de masse corporelle, l'IMC. L'Organisation mondiale de la santé a fixé un seuil qui fait référence. Chez un adulte, un IMC qui passe en dessous de 18,5, c'est un signe de dénutrition. D'ailleurs, pour mettre ce chiffre en perspective, voilà l'échelle complète. On voit bien que l'IMC couvre tout le spectre, de la dénutrition jusqu'à l'obésité. Mais attention, il faut voir ça comme une photo à un instant T. Ça ne raconte pas toute l'histoire, surtout quand on sait, et on l'a dit, qu'une personne en surpoids peut elle aussi être dénutrie. Et voilà, ça c'est un point absolument capital. Souvent, la vitesse à laquelle on perd du poids est bien plus parlante qu'un simple IMC. Une perte de poids rapide, involontaire, surtout si elle dépasse les 10%, là c'est un véritable gyrophare qui s'allume. C'est un signal d'alarme majeur qui doit tout de suite mettre la puce à l'oreille. Bon, après l'interrogatoire et l'examen du corps, il est temps de passer au labo. On va aller chercher des preuves à l'intérieur même de l'organisme grâce à des analyses de sang qui peuvent nous raconter l'histoire nutritionnelle toute récente. Ici, on a deux témoins clés, l'albumine et la préalbumine. Imaginez que l'albumine, c'est une sorte de photo à exposition longue. Avec sa demi-vie de 21 jours, elle donne une vision de l'état nutritionnel sur les 3 dernières semaines. La préalbumine, au contraire, c'est un instantané. Sa demi-vie n'est que de 2 jours. Ça en fait un marqueur génial pour voir les changements très récents et pour vérifier si une prise en charge nutritionnelle commence à porter ses fruits. Ça y est, on a tous nos indices sur la table. Ce qui a été dit pendant la conversation, les mesures du corps et les résultats du labo. Il est temps de tout assembler, de connecter les points pour enfin résoudre notre énigme et poser un diagnostic solide. Et justement, face à cette complexité, il fallait bien mettre de l'ordre. Des experts du monde entier se sont donc réunis pour créer une méthode standard, une sorte de langage commun pour que la dénutrition soit diagnostiquée de la même façon que l'on soit à Paris, Tokyo ou New York. Cette approche, on l'appelle les critères GLIM. Et ça se passe en 2 temps. D'abord, un dépistage rapide pour repérer les personnes qui sont à risque. C'est un premier filtre. Et si ce risque est confirmé, alors seulement on passe à l'étape 2, une évaluation bien plus poussée pour poser le diagnostic et aussi pour juger de la sévérité du problème. Et cette deuxième étape, elle repose sur 5 critères bien précis. On cherche d'un côté des signes physiques visibles, est-ce qu'il y a une perte de poids, un IMC bas, une perte de muscle, et de l'autre côté, on cherche la cause. Est-ce que c'est parce que la personne mange moins, ou est-ce qu'il y a une inflammation liée à une maladie? Et la clé, c'est qu'il faut au moins un signe physique et une cause pour confirmer le diagnostic. C'est la combinaison des deux qui résout l'énigme.
En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci, on ne peut pas se fier à un seul test. Diagnostiquer la dénutrition, c'est un vrai travail d'enquêteur, qui oblige à croiser plusieurs types de preuves pour avoir une vue d'ensemble. Et c'est une étape absolument indispensable pour pouvoir ensuite proposer des soins adaptés et vraiment efficaces. Et on termine avec une question, juste pour la réflexion. Quand on voit à quel point c'est important pour la santé globale, est-ce qu'une évaluation nutritionnelle ne devrait pas, au fond, faire partie de nos bilans de santé réguliers, au même titre qu'on vérifie notre tension ? C'est une question qui, je pense, mérite d'être